Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Elle s'est structurée dans les années 90 pour en finir avec le parti unique, instaurer le multipartisme et la démocratie, puis conduire à l'alternance. Mais plus de 30 ans après, l'opposition togolaise n'a pas réussi à être aux affaires pour opérer d'elle-même les réformes politiques qui lui semblent indispensables. Pire, le courant d'opposition s'étiole d'année en année. Dans les urnes, officiellement, il ne pèse plus grand-chose. La rue, jusque-là, son terrain de prédilection, semble lui avoir échappé. Du coup, on s'interroge. L'opposition togolaise est-elle en convalescence ou tout simplement frappée d'obsolescence? Nous en parlons avec un acteur politique togolais, Maître Jean Yaovi Degli, qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Maître Degli, bonjour. Bonjour, dans vos habits royaux. Maître Jean-Ravi Degli, vous êtes avocat, vous étiez inscrit au barreau de Paris, maintenant vous officiez de Lomé, du barreau de Lomé. Vous avez traîné aussi votre toge au TPIR, au tribunal pénal international. Vous avez défendu, je crois, un général Gratien Kabylie. Vous dirigez un mouvement politique, Bâtir le Togo, ancien ministre, ministre de la transition, courte transition, mais transition quand même. Un des acteurs principaux de la conférence nationale dite souveraine, dont on vient de commémorer les 30 ans. Un des acteurs principaux, malgré votre âge à l'époque, moi je me rappelle, enfant, vous aviez moins de 30 ans, 28 ans exactement. Cela m'amène à vous demander d'ailleurs ce qui vous a conduit à la salle Fazaro de l'hôtel de février. Et pour parler comme Molière, que diable allait-il chercher dans cette galère, dans le Faubourg de Scapin, c'est ce qu'il disait? Oui, non, je n'allais rien chercher dans une galère puisque c'est nous qui avons créé la galère. Oui, cette galère, c'est nous qui l'avons créée, oui. C'est nous qui avons été dans la rue pour revendiquer la démocratie, l'état de droit, le respect des droits humains et demander que tout cela passe par l'organisation d'une conférence nationale. Donc lorsqu'elle a été finalement convoquée, il était normal que, en tant qu'acteur de cette époque souhaitant la conférence nationale, que nous y soyons des participants. Et c'est à ce titre-là que moi j'ai été à la conférence nationale. Mais faire de la politique à 28 ans, être à ce niveau, ce n'était pas donné à tout le monde. Vous, qu'est-ce qui vous y a conduit? En fait, je ne sais pas. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si je fais de la politique. Je ne crois pas que je fais de la politique. Je crois que je parle politique. Je crois que j'interviens sur des sujets qui sont des sujets touchants à la politique ou qui ne peuvent pas ne pas toucher à la politique. Mais parce que je ne suis pas allé cette bataille avec l'intention de gagner un poste, d'avoir quelque chose personnellement pour moi. J'avais tout simplement une vision de la société, une vision de l'être humain, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, une vision de la dignité de l'humain qui est telle que je voulais coûte que coûte que les choses changent pour le bien-être des êtres humains. Et souvent, quand je me définis, je le ramasse tout simplement comme ça. Je suis humaniste de nature, défenseur des droits humains par vocation. Je suis avocat de profession et j'ai été ministre par hasard. C'est comme ça que je me définis. Donc, je dirais que c'est juste la volonté d'un jeune homme de voir sa société changer, offrir le bien-être à tout le monde, tenir compte de l'intérêt général, éviter les divisions, créer l'amour et la paix. C'est ce qui m'a amené à aller là. Et c'est ce qui m'amène toujours dans ce combat-là aujourd'hui où je demeure. Mais vous n'étiez pas idée, dans le présidium de la conférence nationale, à l'époque, vous étiez aux côtés d'un vieillard, Namoro Karamoko, de là de 80 ans. Ensuite, vous êtes resté au sein du bureau en tant que rapporteur. J'admirais vos équerres à l'époque, avec Monseigneur Podro, avec Madame Brigitte Ajamako Johnson et autres. 28 ans, est-ce que vous n'étiez pas intimidé?
D'abord, je fais un petit correctif. Namoro Karamoko, nous n'avons pas été dans le bureau ensemble puisqu'il était dans le bureau provisoire avec Madame Adjamabo Johnson. Je n'étais pas intimidé, Gilles. Je ne pouvais pas l'être. Je ne pouvais pas l'être parce que, quelque part, c'est par mon action que tout ce monde-là a été réuni là-bas. C'est un peu comme si c'est moi qui les avais invités aussi, puisque c'est cette jeunesse que j'ai dirigée, qui s'est réunie d'ailleurs à la conférence nationale sous le nom de FOR, Front des organisations pour le renouveau au Togo. Ce sont ces organisations qui ont amené. Bon, en dehors de ça, il faut dire la vérité, j'ai été confronté assez tôt à la chose politique. Okay? Mon papa a été secrétaire général du CUT. Okay. De l'unité togolaise, voilà, de Sylvanos Olympio à Palimé. Et moi, je suis né après l'assassinat de Sylvanos Olympio, mais au moment où mon père était arrêté, parce que justement, il s'était révolté après l'assassinat de Sylvanos Olympio. Et j'ai toujours eu la possibilité de discuter avec mes parents, mes oncles et mon père, de politique. J'ai entendu discuter politique, discuter le bien-être de l'être. Et puis, quand j'ai été à l'école, j'ai été toujours intéressé par tout ce qui peut permettre de défendre la dignité humaine, tout ce qui peut permettre de créer le bien-être pour les citoyens. Je crois que c'est ça qui m'a amené, et j'avais cette conviction-là qui était très forte en moi. Du coup, tout ce que je voyais en face de moi ou avec qui je traitais, je n'étais pas du tout intimidé parce que c'était ma conviction et je la défendais devant eux. Quand j'ai rencontré à plusieurs reprises, seul d'abord, et puis ensuite avec les délégations du Front des associations pour le renouveau phare que Agboibo a dirigé et dont nous étions membres, quand j'ai rencontré souvent le général Eyadema, je n'avais jamais froid aux yeux pour lui dire ce que je pensais. Et je croyais d'ailleurs à l'époque que c'est lui qui avait été impressionné qu'un jeune Togolais puisse librement exprimer ce qu'il pense de cette façon-là. Notamment quand vous aviez sorti la petite phrase qui vous a valu l'exil, en lui disant qu'il était de mauvaise foi. Oui, oui. En tout cas, à l'époque, il ne manifestait pas la bonne foi. Selon vous. Ben, quand vous voyez selon les événements. Selon les événements, oui. Mais une dernière question pour refermer cette parenthèse. Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui, autour de 28-30 ans, que dites-vous? Le monde s'effondre? Le monde s'effondre, non. Je crois que chaque génération a ses priorités. Et puis chacune doit saisir l'opportunité de créer quelque chose. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui sont plutôt concentrés sur, je dirais, oui, bon, les réseaux sociaux d'un, et puis sur le selfishness, c'est-à-dire que c'est moi et puis c'est tout. On ne pense pas aux autres. À notre époque, en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne les gens avec qui j'ai eu à travailler à cette époque-là, ce n'était pas ça. Ça dit que le bien-être ne sera nôtre que s'il est partagé par tous. Le bien-être, on ne peut l'avoir que si les autres l'ont. Donc, au-delà de nous, on se battait pour tout le monde. Moi, j'étais déjà devenu jeune avocat. Quand, en 90, nous avons commencé nos mouvements, mais je ne me suis pas dit, bon, ok, je suis devenu avocat, j'ai déjà trouvé du travail, je suis quelque part, je vais faire ma petite vie, et puis j'oublie tout le reste. Je me suis dit, non, ce pays, il faut qu'il accorde le bien-être à tout le monde, il faut qu'il assure un partage équitable des ressources, il faut qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'il y ait les libertés. Ce n'était pas parce que je voulais en faire quelque chose à titre personnel. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Jamais. Jean Ovidegli, en tout cas, vous avez déjà consigné votre parcours politique dans 2 ouvrages, La tragédie africaine et puis À quand l'alternance politique, publié aux éditions Harmattan, pour ceux qui cherchent à vous découvrir davantage. Oui. Je leur conseille ces 2 ouvrages très riches, des ouvrages très politique. Alors, Jean Ovidegli, de votre aspiration pour un Togo démocratique, on l'a su à travers ce que vous avez fait, notamment à la conférence nationale souveraine. Êtes-vous à ce jour dégoûté, désespéré, confiant ou encore motivé? Bon, je dirais que je suis plutôt déçu.
Je suis déçu et je suis déçu pour plusieurs raisons. Dans les années 90, je me suis battu pour que, par exemple, le Togolais ne soit jamais inquiété en matière de dette civile ou de relations commerciales par un policier ou par un gendarme. Je me suis battu pour que la justice soit une justice qui se base sur la loi, sur les faits et qui se rende équitablement et pas autre chose. Je me suis battu pour que chacun ait la liberté d'expression, puisse exercer les principales libertés. Et puis, j'ai vu les années passer, je suis resté en exil pendant un certain temps. Quand je suis revenu au Togo, avec l'autorisation, la permission des autorités actuelles, au premier rang desquelles le chef de l'État, Faure Gnassingbé, j'ai vu que les choses, un certain nombre de choses avaient changé. Et j'avais considéré qu'il y aurait une amélioration continue. Et malheureusement, depuis quelques années, je me rends compte que nous avons fait un virage, sinon à 360 degrés, je dirais presque à 360 degrés. Et nous sommes revenus très en arrière par rapport à beaucoup de choses. Et je vais vous dire, par exemple, Gilles, aujourd'hui, j'ai eu des gens qui ont vu la gendarmerie et la police rentrer dans leur maison sans mandat de perquisition, perquisitionner, saisir, sans aucun mandat d'aucun juge et sans même que le procureur de la République de cet endroit-là ne le sache. Je vois des citoyens tous les jours, et j'en ai encore qui vont passer devant SRI demain, qui, dans une affaire de terrain qui n'a rien à voir avec une affaire pénale, se font convoquer par la gendarmerie parce que quelqu'un, lui, connaît les gendarmes et affirme que lui peut utiliser les gendarmes à sa guise. Donc, il les fait convoquer, il leur fait peur et il leur demande de lui signer des papiers sur leur terrain. J'ai des gens qui sont venus me voir pour me dire que non, que mes enfants ont été kidnappés sur le chemin de l'école, ont été pris et que c'est mon mari qui a demandé qu'on les prenne alors que les enfants sont sous ma garde et que les enfants dorment au SRI. Vous savez, dans les années 80, c'est justement ces choses-là qui heurtaient véritablement le sens normal du vivre ensemble, le comportement normal qui doit être dans un pays. Et c'est ça qui nous a amenés à nous battre. Et nous nous sommes battus et nous avons espéré. Moi, personnellement, j'ai espéré. Surtout quand je suis revenu et que j'ai vu les évolutions qu'il y avait, j'ai espéré que non, que les choses iraient de mieux en mieux. Et je constate aujourd'hui qu'on est revenu en arrière. On est revenu comme dans les années 70, où des gens prennent les postes auxquels ils l'ont patrimonialisé pour eux, ils l'ont transformé en un service privé qu'ils offrent à leurs amis. Et le pauvre ne peut pas avoir droit à la justice, le riche brime le pauvre. Je trouve ça ahurissant. C'est vrai, pendant le même temps, je vois le pays en train de pousser pour réaliser des infrastructures, en train de pousser pour créer des industries, en train de pousser pour qu'un peu d'argent soit donné à des citoyens qui veulent faire des activités à travers différentes institutions. Je vois que les dirigeants togolais ont la tête dans le guidon, véritablement, en ce qui concerne offrir le développement économique au pays. Mais le développement économique seul n'assure pas le bien-être d'un citoyen. À côté du développement économique, il y a tout un tas d'éléments. Le citoyen qui ne peut pas se sentir à l'aise dans sa propriété, qui a des inquiétudes tout le temps, qui se dit, si mon voisin est plus riche, va voir le gendarme ou le policier, on peut venir me dire de déguerpir de là où je suis, parce que lui, il aura payé. Si le citoyen se dit, si je vais en justice, celui qui a un peu plus d'argent va pouvoir payer la justice, et puis moi, je n'aurai pas raison, ce citoyen, il n'a pas la quiétude et donc n'a pas le bien-être. Donc, je voudrais dire qu'il est
indispensable que nous revenions à tout ça là, que le gouvernement voit tout ça et notamment que le chef de l'État se penche sur tout ça pour que le bien-être qui est à assurer aux citoyens soit total. Le bien-être soit total. Donc c'est à cause de tout ça que je dis que je suis déçu. Mais les cas que vous évoquez, je ne les connais pas individuellement pour me prononcer là-dessus. Au même moment, vous êtes avocat, je ne peux pas douter de vos propos, mais est-ce que ces cas ne sont pas conjoncturels, liés peut-être à une situation difficile que le pays a traversée après les soulèvements de 2017 ou de la crise sanitaire, où l'État se concentre beaucoup plus à lutter contre un virus plutôt qu'à des bavures qu'on enregistre de temps en temps? Vous savez, dans d'autres pays aussi, il y a le coronavirus. Il y a la crise sanitaire. La crise sanitaire, la gestion d'un pays, c'est un tout. Un événement ne peut pas nous détourner de tous les autres événements. Et puis, ce dont je parle, la situation de la justice au Togo, je crois que le chef de l'État en est informé. C'est un comportement au niveau de la police judiciaire, de la police tout court, de la gendarmerie, de nos militaires, où les gens sont quelquefois torturés, quelquefois tués, sans qu'il n'y ait jamais ni enquête sérieuse pour déterminer la responsabilité de qui que ce soit, ni condamnation, ni jugement. Tout ça là n'est pas conjoncturel. Et c'est malheureusement, si ça avait été juste conjoncturel et que c'était passé, on pouvait le comprendre et on se dirait, ah, peut-être ça a été juste un phénomène, un épiphénomène à un moment donné, mais c'est que ces choses semblent s'incruster et devenir de plus en plus graves. Le nombre de cas que, personnellement, en tant que défenseur des droits humains, mais en tant qu'avocat, je rencontre tous les jours, m'inquiète. Oui, mais est-ce que ces cas sont documentés? En tant qu'avocat, est-ce que vous vous en référez, par exemple, à l'institution chargée de promouvoir les droits de l'homme au Togo? Bon, je veux parler de la CNDH. Je vais vous dire, j'ai envoyé quelquefois les gens vers la CNDH. Je n'ai même pas moi-même saisi la CNDH ces derniers temps, mais je vais vous dire, lorsque vous avez un cas dans lequel la police ou la gendarmerie part perquisitionner chez quelqu'un, saisir la personne, vous adressez au procureur, le procureur n'est pas au courant. Vous demandez qu'on vous restitue les biens saisis, vous vous adressez au procureur, le procureur ne peut pas récupérer les biens saisis. Le procureur fait tout, il ne peut pas. Vous allez jusqu'au ministre, le ministre n'est pas capable de récupérer les biens saisis. Mais ça veut dire que le service de la gendarmerie ou de la police en ce moment-là est au-dessus de tout le monde. Alors, à qui il faut s'adresser? Il faut s'adresser au chef de l'État? Peut-être, mais il a beaucoup plus à faire, beaucoup de choses à faire. Tout ne va pas remonter au niveau du chef de l'État avant de trouver solution. Encore que je ne sais pas si ça remonte au chef de l'État, si on aura la solution. Autre chose, quand je vous dis tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont convoqués systématiquement parce que quelqu'un a la possibilité d'aller voir le gendarme, je ne sais pas si c'est par amitié ou si c'est en lui donnant de l'argent, pour leur faire des convocations et menacer les gens, ça c'est vous avez peut-être, vous prenez peut-être 99% des avocats togolais vont vous dire qu'ils sont confrontés à ces cas tout le temps. Chaque fois, sommes-nous obligés de renvoyer vers la CNDH? Et moi, je vais vous dire, le dernier cas que j'ai contacté le procureur dont on a dit qu'il a fait un soit transmis. Le procureur a dit non, cette affaire est au niveau d'une expertise, je n'ai pas besoin de qui que ce soit, je n'ai pas demandé qu'on m'amène qui que ce soit. Mais le type part tout seul, il va au service de la gendarmerie et puis il prend des convocations et il intimide les citoyens. C'est à Davier ici, c'est des gens de Davier ici dont je parle. Il les intimide, il leur fait peur et il dit à qui veut l'entendre que non, que lui il a les moyens. Mais ça veut dire que lui, il s'est approprié les services de la gendarmerie. Oui, il s'est approprié les services de la police judiciaire. Mais Maître Degley, est-ce qu'on ne peut pas considérer ces cas comme des cas isolés? Ce ne sont pas des cas isolés. La multiplicité de ces cas fait que je considère que ce n'est pas des cas isolés. C'est justement ce qui est arrivé dans les années 70. Lorsque vous avez quelqu'un qui a une dette civile, quelqu'un qui est avec un locataire qui n'arrive pas à lui payer les loyers, ou quelqu'un chez qui un commerçant a acheté, le commerçant n'arrive pas à payer, et qui lui prend une convocation à la gendarmerie. La gendarmerie et la police n'ont rien à voir avec ce genre de cas. Et ça se multiplie, Gilles. C'est à cause de ça. De la loi, Ce ne me semble pas être une méconnaissance de la loi. Ça me semble plutôt être une privatisation du service public.
Les gens qui occupent certaines fonctions considèrent qu'ils doivent se faire de l'argent en utilisant le service à leur propre profit, et c'est ce qu'ils font. Et d'autres personnes se disent, je vais utiliser ce service parce que moi, j'ai les moyens pour l'utiliser à mon profit. Et ça, il faudrait absolument qu'on y pense, parce que ça devient un fléau. C'est de plus en plus grave, de plus en plus multiplié. Au début, je pensais que bon, c'était quelque chose qui, bon, peut-être, c'est quelques dérapages par-ci, par-là. Et j'ai vu qu'au fil des années, au fur et à mesure, ces cas se multiplient, et finissent par donner l'impression de devenir le principe et non plus l'exception. C'est indispensable d'y mettre fin. Quand on est dans ce genre de situation, je ne sais pas si le citoyen a la quiétude, et je ne sais pas si on peut penser qu'on est véritablement en train de donner le bien-être aux gens, parce que le bien-être inclut également tous ces éléments-là. Donc vous êtes déçu simplement par le fait de ce que vous avez considéré comme recul au niveau de la protection des droits de l'homme et sur le plan politique, au niveau des institutions. Je suis déçu, oui. Oui, allez-y. Est-ce que votre déception continue, ou là, dans ce domaine-là, vous considérez qu'il y a eu amélioration, puisque le multipartisme que vous avez réclamé dans les années 90, la liberté d'expression, vous êtes sur un plateau télévision où vous vous exprimez aujourd'hui, ces libertés demeurent, ou votre déception continue dans ce... Ma déception va dans tous les domaines. Je vous ai cité juste quelques éléments. Ma déception va dans le domaine des libertés publiques aussi. Depuis... pratiquement 2 ans, vous avez vu comment, certainement, vous êtes journaliste, vous avez vu comment elles ont été réduites. Les libertés publiques sont de plus en plus réduites à la portion congrue, à telle enseigne que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la fois dernière, s'est inquiété de la situation du Togo. La loi que nous avons faite pour permettre les manifestations et les réunions pacifiques, pour lesquels d'aucuns m'ont injurié à l'époque en la qualifiant loi Bojona Degli, en m'injuriant que c'est la pire des choses qu'on puisse faire aux Togolais, mais qui finalement s'est avérée être la meilleure des lois qu'on puisse utiliser dans un pays pour protéger ce genre de liberté. Vous avez vu, elle a été complètement réduite. Les libertés, même au niveau de la liberté d'expression, il y a de plus en plus de problèmes, il y a des difficultés, il y a, sinon... l'autocensure, en tout cas une censure dans l'air. Je crois que c'est vrai, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, n'importe comment. La liberté doit avoir des limites, mais il faut savoir placer les limites pour que les limites ne deviennent pas le principe et la liberté l'exception. C'est la liberté qui doit être l'exception. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants, pourquoi ils n'ont pas su garder ces acquis, selon vous, qui ont été obtenus dans les années 80? Il y a beaucoup de raisons. Il y a eu beaucoup de raisons. Il y a eu le fait que la plupart de ces libertés consignées après dans une constitution qui a été faite après la conférence nationale ont été considérées comme des choses unilatéralement décidées, ce qui n'est pas vrai, parce que la plupart des libertés, nous les avons conquises sous le général Eyadema et avant la conférence nationale. La conférence nationale est venue seulement les systématiser, ou du moins les traduire définitivement dans des documents. Il y a eu le fait que nous avons eu au Togo une opposition, il faut dire la vérité, qui n'a pas été capable de déterminer des stratégies, de s'en tenir, et puis de lutter en étant unis, ne serait-ce que de façade, jusqu'à ce que tous les résultats soient obtenus. C'est ça qui a posé le problème de l'alternance. Dès qu'on est entré en conférence nationale, chacun a cru qu'il devait prêter pour sa chapelle, mais surtout, dès que les partis politiques sont arrivés. Parce que nous, qui avons lutté et qui nous sommes battus dans la rue avec nos plumes pour qu'on ait ces principales libertés, qu'on aille à la conférence nationale et qu'on ait le multipartisme, aucun d'entre nous ne pensait à lui et à lui seul. Nous pensions général. Mais une fois que les partis politiques ont été créés, ça a été la lutte intestine, une lutte grave, alors que rien n'était encore gagné. Donc cette opposition-là n'a pas su capitaliser toute cette lutte qui a été faite dans le sens de s'unir pour continuer de combattre jusqu'à ce que tout devienne effectif. Il y a
d'un autre côté, le fait que les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, se sont battus pour eux-mêmes à partir de cet instant. C'est-à-dire, je veux juste tirer mon marron du feu et je m'en fous ce qui peut arriver. L'intérêt général a rapidement disparu. Et puis, il y a le fait, il faut pas manquer de le dire, il y a le fait que le régime est organisé de telle manière que, bon, les choses n'ont pas évolué. C'est-à-dire, on n'a pas voulu mettre de la volonté pour faire évoluer les choses et elles sont restées là. Elles sont restées là jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des reculs qu'il faut éviter. Si je peux applaudir parce que je vois qu'on fait des efforts pour que le panier de la ménagère s'améliore, en même temps, je suis inquiet quant à ce qui concerne un certain nombre d'autres choses qui sont nécessaires pour le bien-être. Oui, pour m'appesantir un peu sur le cas, peut-être que vous connaissez le plus, les opposants, vous venez de dire qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs parce que chacun pensait, pour le dire vulgairement, à sa poche, parce que les intérêts personnels ont miné la plupart des opposants que vous connaissez. Oui, les intérêts personnels ont miné toute l'opposition togolaise. Les intérêts personnels ont miné l'opposition. Quand on parle d'intérêts personnels, vous faites allusion? Je fais allusion à beaucoup de choses. Je fais allusion au fait que les gens ont cru et continuent de croire qu'eux seuls suffisent pour faire cette lutte-là, parce qu'ils vont gagner quelque chose, et ce quelque chose-là, il faut que ce soit eux seuls qui le gagnent. Donc, du coup, dans une lutte où vous avez besoin en réalité de tout le monde, comme on dit, United we stand, ensemble, nous pouvons faire quelque chose, vous avez des gens qui préfèrent se battre entre eux. Deuxième chose, des gens ont transformé cette lutte en un fonds de commerce. La plupart de nos responsables de partis politiques, de nos partis politiques, ont transformé cette lutte du Togo en un fonds de commerce. Et puis, on a l'impression que l'opposition ne considère qu'une seule chose au Togo, les élections. Pardon. Quand on se dit opposant, on dit qu'on veut construire un pays, on dit qu'on veut bâtir un pays, on dit qu'on veut améliorer le sort d'un pays, et ce n'est pas que les élections qui comptent. Les situations dont j'ai parlé tout à l'heure, du pauvre citoyen, l'opposition ne s'en est jamais saisie pour dénoncer, pour approcher le chef de l'État, approcher le Parlement, essayer de créer des discussions et d'améliorer ces situations-là. Lorsque vous parlez de discrimination au Togo, de tribalisme au Togo, l'opposition ne s'en est jamais saisie pour dire non, ce problème mine l'unité nationale et le vivre ensemble, il faudrait que nous nous battions. Ils sont dans leur coin. Oui, moi, je lis régulièrement des communiqués de certains partis d'opposition, pour ne citer que l'Alliance nationale pour le changement, ANC par exemple, oui. Se prononcer sur des cas de violation des droits de l'homme constatés selon ce parti. Oui, dites-moi, lorsque l'ANC fait un communiqué, cela suffit à régler un problème? Quand l'ANC dit qu'on l'a volé aux élections, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'elle a fait encore la fois dernière? Elle va discuter, elle met des propositions concrètes sur la table. Est-ce que l'ANC a jamais envoyé des propositions concrètes au chef de l'État, Faure Gnassingbé, relativement au tribalisme dans ce pays, au régionalisme dans ce pays? Ils n'ont jamais envoyé des propositions relativement à la situation de la justice, au fait qu'un magistrat qui doit être au poste au maximum 3 ans reste au poste pendant une dizaine d'années et en fait ce qu'il veut? Est-ce qu'ils n'ont jamais approché le chef de l'État pour dire, Monsieur le Président de la République, il n'est pas normal qu'on dise, par exemple, à la justice ou ici ou par là, qu'il n'y a que des gens de telle région qui peuvent rester à tel poste, de telle ethnie qui peuvent rester à tel poste, et qu'il faut éviter tout ça? L'ANC a-t-elle pris pour elle les conclusions de la CVJR pour approcher le pouvoir et dire à quelle étape nous sommes pour le règlement? Oui, oui. Est-ce que là, elle n'a jamais fait? On a l'impression que l'opposition togolaise ne pense qu'à une chose, c'est les élections. Et puisqu'elles ne sont pas en train de les gagner, et qu'elles ne sont pas proches de les gagner, eh bien, donc, le pays est dans sa situation tranquillement. Donc, si l'opposition est tout aussi minée par les intérêts personnels, ça veut dire que vous ne valez pas mieux que ceux qui sont aux affaires actuellement? Je ne suis pas de l'opposition, je vous ai déjà dit. Je ne suis pas un opposant. Je suis de la société civile et je discute politique dans le sens de faire les choses aller dans l'intérêt général. Et quand vous entendez mon langage, mes propositions, ce n'est pas tout qu'on peut dire sur un plateau de télévision. Moi, je prends sur moi, avec Bâtir le Togo, de faire des propositions au gouvernement quand c'est nécessaire. À chaque fois que nous trouvons des choses qui ne vont pas, nous faisons des propositions. Parce que, vous savez, on ne va pas attendre d'être au pouvoir avant de donner le bien-être au peuple. C'est vrai.
le jour où on est au pouvoir, on peut faire plus. Mais quand on n'est pas au pouvoir, on ne peut rien faire. On peut proposer à celui qui est au pouvoir. On peut discuter avec celui qui est au pouvoir. On peut même contester et l'obliger à se pencher sur un problème précis pour qu'il soit réglé. Mais on ne va pas attendre en disant, tant que je ne suis pas au pouvoir, que je ne suis pas président de la République, eh bien le peuple n'a qu'à être dans la mélasse. On a l'impression que, en fait, l'opposition togolaise, dans certaines de ses branches, se dit, ils n'ont qu'à rester dans la mélasse. Plus ils seront dans la mélasse, ils vont se retourner vers nous ou bien ils vont nous porter au pouvoir. C'est une mauvaise stratégie. Une très mauvaise stratégie. Une très mauvaise stratégie. Plus ils s'occuperont des problèmes quotidiens des citoyens, plus les citoyens comprendront que ces gens-là, demain, s'ils viennent au pouvoir, ils pourront s'occuper d'eux. Ce n'est pas en les laissant dans la mélasse qu'on va arriver au pouvoir. À défaut, eh bien, l'opposition se contentera des mairies et moins encore demain. Hein. Il n'y aura pas plus que les mairies. Hein. C'est ça. Mais cette stratégie, elle a été longtemps utilisée. On va l'appeler la politique de la terre brûlée. Je vais faire allusion à la grève générale illimitée qui a duré une éternité. Qui est une aberration. Une aberration. Donc, vous ne l'aviez pas soutenue, vous, à l'époque. La grève générale illimitée. Comment je veux soutenir une grève générale illimitée? 2 fois, on a parlé de grève générale illimitée. Avant la conférence nationale, pour obtenir que le général Eyadema, qui à un moment donné, profitant de la dissolution du phare, a voulu revenir sur tout ce qui devait être dans la conférence nationale pour obtenir qu'il en vienne, on a parlé de grève générale illimitée. On avait expliqué aux gens à l'époque, faites attention, grève générale illimitée, ça doit être seulement un mot d'ordre. Nous allons l'utiliser pour discuter. Ça dit pression, négociation. C'est ce que nous avons fait avec le phare. Hein. D'abord, sans le phare, nous-mêmes, en tant que jeunes, associations instituantines et nos nouvelles associations. Et puis ensuite, quand nous avons créé le phare, c'est ce que nous avons fait. Mais on a l'impression que certains pensaient qu'il suffit de décréter grève générale illimitée et puis bon, c'est fini. Quand on est en face d'un régime comme celui du RPT à l'époque, grève générale illimitée, ça ne tue pas les gens, hein. Ça tuera vos populations, ça ne tue pas ceux qui sont au pouvoir, hein, qui ont la possibilité de puiser dans toutes les caisses quand ils veulent. Ça ne les tue pas. Et puis après, je suis parti en exil, et cette histoire est venue encore, grève générale illimitée. Bon, moi, j'ai fait mes observations. À l'époque, on n'avait pas encore bâti le Togo. J'étais tout seul. J'ai fait mes observations, j'ai touché des gens, j'ai dit non. Essayez de négocier. Vous avez décrété une grève générale illimitée, pratiquement 95% de la population togolaise, des travailleurs togolais ont suivi. Utilisez ça pour négocier. On dit non. On fait grève générale limitée jusqu'à ce que Eyadema quitte le pouvoir. Pardon. Eyadema, vous le voyez quitter, paix à son âme, vous le voyez quitter le pouvoir parce que vous faites grève générale limitée. Et on a continué. Et on a vu ce que ça a donné. Dénoncer publiquement. Vous savez, dénoncer publiquement quelque chose, il faut aussi savoir le faire. Lorsque, dans une atmosphère générale, vous appartenez à une mouvance. J'appartiens à la mouvance qui voulait les changements au Togo. OK? Et quand on a dit grève parce que les choses ne marchaient pas, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si je me mets à crier sur les toits, à dire que non, que je suis en train de dénoncer, je ne crois pas que ça aura un résultat. À la rigueur, le résultat que cela aura, c'est que les gens considèrent que peut-être je travaille pour le pouvoir ou je travaille avec le pouvoir à l'époque. Donc, la meilleure chose que j'ai pensé nécessaire de faire, surtout que ceux qui avaient lancé la grève me considéraient comme un proche de Kofigo, donc comme la grève était dirigée un peu contre Kofigo aussi, on ne voulait pas prendre au sérieux notre parole, c'est quand même de les approcher. J'ai approché des amis qui sont proches d'eux, j'ai approché des gens, j'ai dit, Moi, de l'autre côté, j'étais à Paris à l'époque, les informations que j'avais, les gens que je rencontrais, et j'en ai rencontré beaucoup au Parlement européen, dans le gouvernement français, au département d'État aux États-Unis et autres, pour l'évolution de la situation togolaise, l'aboutissement de la transition togolaise, me faisaient comprendre, et j'étais d'accord avec eux, qu'il fallait utiliser la pression qui était faite pour négocier. Mais on a des gens qui ont considéré que non, ils avaient la meilleure stratégie. Bon, c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Parce que cette stratégie de la terre brûlée, elle a duré après la grève générale illimitée. Il y a eu la suspension de la coopération qui, on va dire, faisait plaisir d'une certaine façon à l'opposition. Je crois qu'il y a une certaine naïveté. Il y a une certaine naïveté de
l'opposition togolaise dans l'analyse politique. Vous savez, la suspension de la coopération, c'est une bonne chose. Ça peut marcher avec certains pays. Vous voyez la Birmanie aujourd'hui, suspension de la coopération, ça fait quoi à la junte? Ils sont là. Au Togo, suspension de la coopération, ça peut faire quoi au régime qui était en place à l'époque? Tous les rouages de l'économie étaient entre les mains de ce régime. En tout cas, tout ce qui faisait rentrer de l'argent dans le pays était entre les mains du régime. Si vous décrétez une grève générale limitée, à la rigueur, elle ne peut se retourner que contre votre population. S'il y a arrêt de la coopération, qui apportait beaucoup au Togo à l'époque, elle est aussi dans l'intérêt, pas de l'opposition et de la population, mais à un moment donné dans l'intérêt du pouvoir, qui s'en fout. C'est les pouvoirs qui peuvent réagir à ce genre de mesures. Ce sont ces pouvoirs-là qu'il faut mettre sous cette pression. Je ne dis pas que le fait d'arrêter la coopération pour sanctionner le Togo est une mauvaise chose. Mais jusqu'à un certain degré, il faut savoir que ce n'est pas ça qui va donner la solution. Il faut d'autres mécanismes pour que la solution puisse être obtenue. Mais bon, on n'a pas fait ça. On a fait ça pendant 20 ans ou 25 ans, on va dire. Tandis que l'opposition s'est plantée durant cette période. L'opposition s'est plantée sur plusieurs plans. Et souvent. L'opposition s'est plantée souvent. Par exemple, en 2003, on a refusé d'aller aux élections. Là, nous avons dénoncé, on avait déjà l'organe de bâtir le Togo, on avait dénoncé, on avait même écrit à l'attention de M. Gilchrist Olympio en disant que c'est une stratégie suicidaire. Bon, malheureusement, personne ne nous a écoutés et on est parti, on a vu ce que ça a donné, le changement que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. L'opposition se plante souvent sur un certain nombre de choses. Je ne veux pas dire que l'opposition se plante sur tout, parce que le pouvoir en place joue sa partition et joue une partition qui empêche aussi qu'on puisse avoir certaines évolutions. Mais l'opposition se plante souvent. Au moment où il faut négocier, on refuse. Au moment où il faut faire certaines choses, on refuse. Et au moment où il ne faut pas le faire, c'est en ce moment-là qu'on se décide, alors qu'on n'est plus en situation de force pour le faire. Et à plusieurs occasions, nous avons eu ce genre de situation. Mais comment vous l'analysez? C'est dû à quoi Je crois qu'on n'est pas de fin stratège politique. Je crois que les analyses politiques sont souvent au Togo trop dictées par des intérêts qui ne sont pas des intérêts généraux. C'est trop souvent dicté par des intérêts personnels et par des intérêts à courte vue. Et quand c'est comme ça, vous n'allez pas loin. Vous savez, rappelez-vous de 2014. 2014, un certain nombre d'associations, dont Bâtir le Togo, avaient pris sur elles de discuter, de négocier pour limiter le nombre de mandats que le président Faure pouvait encore faire. Et nous avons eu l'ANC qui s'est opposée. Et radicalement opposée en disant que nous voulons donner un mandat à Faure Gnassingbé et que, dans tous les cas, si Faure Gnassingbé va aller aux élections, c'est à la Cour constitutionnelle de l'arrêter. Pendant ce temps, l'ANC avait toujours refusé de saisir la Cour constitutionnelle. Mais elle disait cette fois-ci qu'elle allait saisir la Cour constitutionnelle pour empêcher Faure Gnassingbé d'aller aux élections. C'est ce qu'elle a dit. Et on a tout fait. Cette affaire est arrivée, la proposition de modification est arrivée à l'Assemblée et l'ANC l'a bloquée au niveau de la Commission des lois en disant que la Commission des lois ne peut pas se pencher sur une modification constitutionnelle. Je ne sais pas quelle commission peut le faire, parce qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de commission constitutionnelle, il n'y a que de commission des lois. Et le dossier a été bloqué là. Vous pensez que cette façon de faire était dictée par l'intérêt général? Non. Elle est dictée par des intérêts personnels et par des animosités personnelles. L'ANC en voulait à Jean Desglis, à un certain nombre de personnes, et donc, bon, cette proposition, on n'en fait rien. Alors qu'il fallait voir au-delà. Il faut voir au-delà de la proposition celui qui l'a fait, au-delà de celui qui fait la proposition. Il faut voir la proposition et dans quel sens elle donnerait l'intérêt, elle aiderait le pays. On a refusé qu'on fasse la limitation de mandat à cette époque. Eh bien, aujourd'hui, on a dit que nous voulions donner un mandat à Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, il en est au 3e. Bon, c'est vous dire combien les analyses sont quelquefois juste épidermiques. Comment cela est-il possible quand vous avez au sein de l'opposition quand même
des têtes à l'époque comme Maître Yaovi Agboibo, vous avez des Mkojo, vous avez des Gilchrist Olympio, Léopold Ninevi, j'en passe, les Arifoye, je sais pas. Il y avait du monde. Oui, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'il y a forcément de meilleures idées. Il peut y avoir du monde, mais si le monde ne raisonne que par rapport à son nombril, vous n'allez pas plus loin. Hein? Vous n'allez pas plus loin. Si vous mettez plusieurs personnes qui raisonnent intérêt personnel ensemble, ils ont beau être intelligents, s'ils raisonnent intérêt personnel, vous n'allez pas plus loin. Mais si vous mettez des gens qui sont capables de dépasser leur intérêt, de dépasser un certain nombre de choses, de dépassionner un peu les débats et d'aller vers la réalisation d'une vision pour un pays, tout de suite, vous avez la mayonnaise qui prend. Et malheureusement, c'est le problème que nous avons eu. Vous avez dit, il y avait Yaovi Agboibo, paix à son âme. Quand Yaovi Agboibo faisait des propositions, est-ce que ceux qui se considéraient comme opposition radicale, je mets ça entre guillemets parce que je n'ai jamais vu d'opposition radicale au Togo, c'est pas parce qu'on dit non qu'on est opposition radicale, est-ce que ceux qui se disaient opposition radicale en tenaient compte? Quand Yaovi Agboibo disait, ce truc-là, tel que je connais le régime, il vaut mieux l'aborder comme ça, il vaut mieux qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Si c'est Edem Kodjo qui le propose, est-ce que les gens vont en tenir compte? On va vous dire, il a travaillé avec le régime, nous n'en voulons pas. Et ceux qui n'ont pas travaillé avec le régime, parmi lesquels, malheureusement, je ne sais pas comment le dire, il y a aussi beaucoup de personnes qui en dessous travaillent avec le régime, ils disent non, mais ils ne proposent rien de concret, ou du moins ils ne font pas d'analyse qui peut permettre de sortir de sortir de la situation aberrante, chaotique, anormale. Il ne suffit pas de dire non. Le non doit être accompagné de quelque chose qui permet d'avoir une meilleure solution. On n'a pas eu ça. Donc finalement, c'est de guerre-là que vous êtes replié du champ politique? Je dirais que je ne me suis pas replié du champ politique. Il y a eu beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements qui m'ont conduit à garder le silence. D'abord, j'ai fait plein de propositions et je sais que vous avez dû me suivre. Bâtir le Togo sort des communiqués, j'ai même envoyé des courriers à des chefs de partis politiques pour trouver des solutions précises à certains problèmes. J'ai fait des émissions d'explication et à chaque fois, je me suis rendu compte que les gens craignaient que j'allais venir leur prendre quelque chose. Et certains pensent que c'est eux qui doivent avoir l'exclusivité de la lutte pour l'alternance ou l'état de droit au Togo. Moi, je ne me bats pas, je n'ai pas de parti politique, je n'ai jamais été dans un parti politique, je ne me bats pas pour devenir président. Je me bats pour que chaque citoyen togolais ait le bien-être. Je me bats pour que, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, les contre-pouvoirs existent, que le gâteau national qu'on peut obtenir soit partagé équitablement et que chaque citoyen vive mieux. Que ce soit les citoyens qui sont de UNIR, de l'ANC, du CAR et des autres partis, je me bats pour que ces citoyens soient mieux portants. Malheureusement, j'ai été chaque fois attaqué parce que des gens croient. Et c'est faux de croire ça, que je viens leur ravir la vedette. Il y a ça. Deuxièmement, vous faites des propositions, vous sortez, vous expliquez des choses, et vous avez l'impression que personne ne s'en sert, que ça ne sert à rien. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire de continuer? J'ai choisi une autre stratégie, celle de faire en sorte que Bâtir le Togo puisse, sur certaines choses, s'adresser directement à ceux qui sont nos gouvernants, plutôt que de continuer de bavarder, de faire des sorties qui ne donnent rien. On va revenir sur la pertinence de cette stratégie dans la seconde partie de notre émission. On va se demander aussi s'il est nécessaire aujourd'hui de procéder à un renouvellement de l'opposition ou le parti uni va de lui-même opérer les changements nécessaires. Est-ce que la conjoncture géopolitique mondiale est une opportunité ou une menace pour les luttes démocratiques en Afrique noire? On va reparler de toutes ces questions dans la seconde partie de New World Forum après une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.